Ministre ou rien, voilà pour ce film de Jean-Michel Dzian, un film étonnant avec un casting de rêve, comme on dit au cinéma, et l'impression curieuse qu'un ministre, ça sert surtout à être nommé. Ministre ou rien, autrement dit, ministre, ça sert à rien, tant les pouvoirs des ministres paraissent parfois faibles, ou au contraire, faut-il être ministre, parce que c'est la condition sine qua non de son existence politique. Et bien, pour parler de tout ça autour de la table, Corinne Lepage, qui a Bonsoir. été ministre, Juppette. Oui, Gouvernement Juppé, on l'a vu dans le sujet. oui, pendant 2 ans. Bon souvenir. Oui, pas mauvais, mais enfin c'est loin maintenant, hein. C'est loin maintenant. À côté de vous, Virginie Martin, vous êtes politologue, présidente d'un think tank qui s'appelle Différentes. Hein. Guillaume Garot, ancien ministre également. Vous, c'était le premier gouvernement Hérault. C'était ministre délégué à l'agroalimentaire entre 2012 et 2014. Ministre délégué. Vous étiez ministre de plein exercice, vous? Plein exercice. Je suis la seule ministre de plein exercice à être restée après le départ de mes collègues. Les fameuses Juppette. Rescapé, collègue Voilà. féminine. Rescapé des Juppette. Et vous, ministre délégué, c'est un Oui. petit peu en dessous, on est Oui, il y a délégué des auprès d'un ministres, autre des ministres ministre. délégués. Voilà. Bon, ça va, ça se vit bien en général. Ah, très bien, oui. On ne dit pas pourquoi je ne suis pas ministre. Bon, Michael Darmon d'ITélé va nous rejoindre et on commence bien sûr avec vous, Jean-Michel Dzian, sur ce film, qui est un beau film, avec, je disais, un casting incroyable. Vous avez choisi et tout le monde a dit oui ou Écoutez, la surprise, c'est que tout le monde a dit oui. Mais ce que je voulais surtout, c'est essayer d'avoir une espèce de répartition un peu générale de la chronologie de la Ve République. Yves Guéna, le plus ancien sous De Gaulle, jusqu'à Najat Belkacem, à l'époque, quand elle était porte-parole. traverser les époques? Traverser les époques, traverser les courants, moitié de gauche, moitié de droite. Peut-être aussi trouver des traîtres et faire en sorte traîtres. que des traîtres, des personnes qui ont basculé d'un côté ou de l'autre et qui puissent aussi témoigner de ce que c'est cette fonction ministérielle et avec beaucoup de surprises et des belles surprises. Jean-Pierre Soisson, pour ne pas le citer, qui est dans ce film, je trouve magnifique. Mais on a passera un l'idée, extrait tout à l'heure, hein, où il Voilà. raconte qu'effectivement, il s'est trouvé un petit peu seul dans ce gouvernement, où plus Absolument. personne ne lui parlait, lui le traître. Mais les points communs ou les vraies surprises aussi, à part celle de Soissons, Non, qui vous ont frappé, les parce vraies que- surprises, c'est de découvrir cette désillusion du pouvoir. C'est la fonction de ministre qui est quand même dans l'imaginaire national une fonction très importante. Quand on découvre et on décrypte et on parle avec les ministres qui ont bien accepté de s'exprimer, on découvre quand même une forme de solitude. On découvre quelque chose de très étonnant qui maintenant s'exprime dans le quotidien du pouvoir. C'est le fait que l'administration tient l'État et que le pouvoir présidentiel devient de plus en plus prégnant. Et le ministre, là-dedans, vous êtes des il ministres est qui arrivaient avec absolument plein coincé. d'illusions, Voilà. Le la ministre est volonté de faire coincé. des tas de choses, et Voilà. puis qui se sont rendus compte qu'en fait, Voilà, le pouvoir d'un ministre est extrêmement discutable. vous êtes d'accord là-dessus? Non, pas complètement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On Parce parle que- vrai, on essaie de parler vrai. Mais je vous parle avec mes convictions et ma sincérité. Moi, j'ai pas été déçu en étant ministre, en disant mon Dieu, je peux rien faire. Ce qui est vrai, c'est que certains, notamment dans votre administration, et d'ailleurs Corinne Lepage a très bien écrit, vous disent ah ben ça, on sait pas faire. Et c'est ça la responsabilité du ministre, c'est de tirer toujours en avant. Et de montrer que c'est pas simplement la technique mais ou on la tire. On technostructure. tire pas longtemps, on tire une machine Oui, qui sait certes, que la mais à plage ce doit moment-là, changer si on n'est pas content, on fait rapidement. autre chose. Hein faut quand même pas se plaindre. Il faut pas se plaindre. Et il y a une vraie capacité à agir. Simplement, il faut pas non plus se mettre des objectifs qui seraient hors d'atteinte. Et ce qu'il faut toujours, c'est avoir la Beaucoup volonté de faire avancer les choses. d'imagination. En fait, je crois qu'il faut beaucoup d'imagination pour contourner la Rappelez, votre pesanteur. livre, ça s'appelle? On ne peut rien faire, Madame la ministre. Ça ne veut pas dire que je considère n'avoir rien fait. J'espère avoir fait un certain nombre Mais de c'était choses. la réponse en Mais général quand de vous l'administration. proposez quelque chose, on vous dit c'est pas possible. C'est jamais possible. Pour toute une série de raisons, pour la terre entière, mais c'est jamais possible. Donc, si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez, il faut le rendre possible. Donc, trouver les voies de contournement qui le rendent possible, en convainquant, en trouvant les voies de traverse, en trouvant les alliances qu'il faut. Et c'est vrai que c'est parfois très Pour énergivore. réussir à faire bouger cette fameuse machine. Et Oui. puis il faut du temps. Et ce temps-là, est-ce que vous l'avez, monsieur et madame les ministres? Vous l'avez Moi, je suis très restée peu. 2 ans. 2 ans, 2 ans, c'est pas beaucoup court. pour faire des c'est très lois, court, pour et en changer plus- l'administration, et en plus, je vais pour vous bouger dire, le pays. au C'est début- très court. Au début, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Encore, vous auriez un contrat à Vous durée pourriez vous déterminée. organiser. On Là, vous même dit, pas. vous êtes là
déjà pour 2 ans, ou pour 3 ans, ou pour 1 an. Vous faites votre agenda en fonction d'eux, sauf que vous ne savez pas du tout pour combien de vers le temps. court terme. Vous passez votre temps à... Non. Ben, écoutez, pas nécessairement. Au ministère de l'Environnement, de toute façon, si vous êtes dans le court terme, vous faites rien. Donc, c'est même pas la peine d'y songer. Mais ça rend pas les choses faciles. Et puis, il y a le pouvoir présidentiel qui est quand même quelque chose de Voilà. tout à fait considérable. Virginie Martin. C'est là-dessus que je voulais revenir. C'est ce que disait en introduction Jean-Michel Dion. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir en fait les institutions de la 5e, comment elles s'incarnent là très concrètement de manière pratique. Et on voit bien tout de même la dérive vers la présidence de la République un peu toute puissante. Mais il y a même une question à un moment donné dans le reportage où une personne se pose la question, est-ce que le secrétaire général de l'Élysée finalement n'a pas plus de pouvoir que n'importe C'est quel Robert des ministres? Badinter Voilà, qui c'est le ça, dit. exactement. Robert Badinter. Et donc ça c'est vraiment intéressant et on voit finalement cette présidentialisation très importante avec un Rocard aussi qui se fait vraiment conspuer par François Mitterrand quand il dit tiens, est-ce que j'aurais pas une bonne idée de mettre Roland Dumas, je crois qu'elle dans un autre poste. Enfin, voilà, je trouve que c'est ça aussi qui est important et qui est très prégnant dans le reportage. On va revenir sur tout ça et on va accueillir Michael Darmon dans une seconde. Un dernier mot sur ce film et sur les ministres que vous avez eu en face de vous. Vous avez l'impression que quoi? Qu'ils étaient surtout contents de parler quoi? De parler de quoi? De leur nomination, de leur action ou de leur départ? Ils essaient tous, avec sincérité, d'essayer de savoir quel bilan ils tirent de leur passage au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils laissent comme trace? C'est important. Robert Badinter, puisqu'on le citait, parle de la peine de mort ou la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Corinne Lepage, ici présente, évoque un certain nombre de décisions qu'elle a prises dans le domaine de l'environnement. Chacun essaie de trouver la trace qu'il laisse. Mais c'est vrai, la désillusion, elle est quand même totalement liée au fait qu'au bout du compte, pas assez de temps, pas assez de moyens, des conflits à n'en plus pouvoir au sein du gouvernement, des problèmes de territoire qu'il faut gérer et qui consacrent finalement beaucoup d'énergie. Voilà. Donc l'énergie d'un ministre, c'est d'aller chercher son territoire, c'est d'aller créer le périmètre pour décider. Merci beaucoup. Alors on va revoir un premier extrait de votre documentaire. C'est Roselyne Bachelot et ce qu'elle raconte est proprement ahurissant. Elle raconte à quel point on est venu la solliciter pour être ministre et puis au fait on a oublié de lui dire que tout compte fait, elle ne le serait pas. Voilà, on regarde. En 1995, j'ai eu un coup de téléphone de Jacques Chirac qui me dit ben voilà, tu rentres au gouvernement, tu es ministre. Et j'étais même sur un poste bien défini, ministre de la coopération. Toute cette composition ministérielle se faisait à l'hôtel de ville de Paris où Jacques Chirac était d'ailleurs resté en attendant de prendre la succession de François Mitterrand. Je suis en contact plusieurs fois avec Bernard Pons qui à ses côtés lui servait de directeur de cabinet. Bernard Pons me retéléphone en me disant « ça pose des problèmes que tu sois ministre de la coopération parce que les chefs d'État africains, tu sais, une femme, ça va être un peu compliqué ». Bon, très bien, mais tu es ministre. D'ailleurs, Bernard Pons, quand il me téléphonait, m'appelait « Madame le ministre ». J'ai écouté la nomination par le secrétaire général de l'Élysée et je n'étais pas dans le gouvernement sans que personne n'ait pris la peine de venir me dire, ce que je comprends très bien, de venir me dire, écoute, on a pensé à toi, mais finalement, ça n'a pas été possible pour telle ou telle raison. Voilà, anecdote qui quand même mérite le détour. Michael Darmon. Bonjour. Star International nous a rejoint pendant cet extrait. Merci d'être avec nous. Local. Star du télé. Un mot quand même sur, racontez-nous votre nomination à vous. C'est quelque chose qu'on attend, qu'on espère, on est informé. Ça se passe comment? Ah non, moi pas du tout. Ça s'est fait à 2 jours ou 3 jours de l'annonce du gouvernement où j'ai reçu à 8 h du matin, c'était un lundi matin, un coup de téléphone du Quai d'Orsay, où était à l'époque Alain Juppé, me demandant de venir rencontrer Alain Juppé à l'heure du déjeuner. Donc j'y suis allée. Il m'a reçu assez longtemps, près de 3/4 d'heure, 1 heure. Il m'a fait parler un peu de ce que j'avais fait, de ce que je pouvais faire. À la fin de l'entretien, il m'a dit est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous acceptez d'entrer dans mon gouvernement? C'était un entretien d'embauche en fait. C'est un peu ça. Je lui dis oui. Il me dit écoutez, je vous donnerai une réponse d'ici la fin. On vous téléphonera d'ici la fin de la semaine. Et en fait, j'ai pas attendu la fin de la semaine parce que lui-même m'a rappelé le lendemain, donc le mardi soir, de manière assez brève, en me disant à la question posée, la réponse est oui. Vous êtes libre de tout engagement à partir de jeudi. Au revoir, madame. Donc, j'ai même pas eu le temps de lui demander si c'était bien l'environnement, si j'étais ministre ou secrétaire d'État. Et voilà comment ça s'est fait. Il ne perd pas son temps dans des mots Voilà. inutiles. Et vous?
Moi, j'étais en voiture. Il y avait un problème de train. J'étais déjà à l'époque. J'étais en voiture et je reçois un coup de fil du président Hollande. Avec un kit main libre ou bien vous décrochez comme ça? Non, non, j'étais pas au volant, donc j'ai pu décrocher. Non plus. Et voilà. Et François Hollande, qui s'amusait un petit peu, il me dit, écoute, Guillaume, tu es candidat à la présidence de la commission de la défense à l'Assemblée, puisque c'était pas le gouvernement Hérault 1, c'était celui juste après le remaniement, hein, après le législatif. Donc on était un mois après. Il dit, ben voilà, c'est pas possible, tu sais, il faut des femmes, présidentes de commission. Bon, voilà. Mais j'ai mieux à te proposer, et c'est là qu'il me propose le ministère de l'agroalimentaire, que j'ai accepté. Qui était quoi, une spécialité? Il se trouve que moi, je suis élu d'un département, la Mayenne, qui a une vraie réalité agricole et agroalimentaire. Voilà. Et que durant la campagne pour les élections présidentielles, François Hollande était venu dans mon département et que nous avions visité une ferme de ma circonscription. Et franchement, c'est une vraie satisfaction quand on est nommé? Oui, moi, c'était une surprise, en tout cas. Et c'était... oui, ça fait quelque chose quand même. Oui. Ce serait malhonnête, évidemment, mensongeux. C'est absolument... non. Mais ça fait à quel moment? Quand vous avez le coup de fil qui vous oui, annonce, oui, ou quand c'est annoncé sur le perron de l'Élysée? Quand vous avez le coup de fil. Quand vous avez le coup de fil. Parce que là, tout part de ce moment-là. Effectivement, vous avez... mais parce que vous recevez des dizaines, j'allais dire des centaines de SMS. Tout le monde quand ça sort. Voilà, quand ça sort à la télévision, voilà, et que votre vie change, non pas du jour au lendemain, mais d'un quart d'heure sur l'autre. Voilà. Vous avez la préfecture qui vous appelle. Enfin, tout se met. Mais bien sûr, tout se met en place. Vous recevez un coup de fil, vous raccrochez, pouf, il y a des gendarmes qui arrivent en moto autour de la bagnole. Mais dès lors que c'est annoncé officiellement. Voilà, vous avez le secrétaire général du gouvernement qui vous appelle, vous avez le préfet qui vous appelle. Moi, j'étais chez moi à Laval, et donc voilà, ça va très vite. Vous prenez contact avec les ordres de la République, avec. Moi, ça m'a beaucoup impressionné, mais en même temps, ça m'a terriblement angoissée parce que j'ai toujours conçu la fonction ministérielle comme étant une immense responsabilité avec beaucoup de devoirs et aucun droit. Voilà. Moi, c'était ma conception des choses, donc j'avais toujours peur de pas faire comme il fallait. Et puis, j'étais pas du sérail politique. Je suis entrée au gouvernement venant de la société civile. Je n'en suis du reste jamais vraiment sortie de la société civile. Et par voie de conséquence, je ne connaissais pas les us et coutumes comme mes collègues pouvaient les connaître. Donc, il y a eu une période d'apprentissage. Ensuite, j'ai appris assez vite quand même. Alors, nos politiques, analyses politiques, vous en avez suivi, hein, des annonces et des formations, des tractations avant formation de gouvernement, etc. Ça se fait comment? Comment on équilibre, on choisit, etc. Qu'est-ce qu'on met dans la marmite pour que ça fasse un bon gouvernement? Alors, tout d'abord, il n'est pas question de faire entrer de la conviction là-dedans, hein. C'est d'abord un cocktail d'équilibre politique et aussi de, quelque part, de raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la politique. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy forme son gouvernement, il pense mettre Rachida Dati, à ce moment-là, secrétaire d'État, parce qu'il pense qu'elle doit parfaire sa formation, mais Cécilia, à l'époque, son ex-épouse, dit, il n'est pas question de la mettre à ce poste-là, il faut qu'elle la garde des sceaux parce que tu dois faire un symbole pour ta rupture. Et c'est comme ça et comme en plus, si elle était en train de négocier le fait qu'elle restait ou pas dans le couple, en fait, c'est comme ça que finalement, donc elle est devenue la copine. Absolument, de ce point de vue-là. Vous avez le cocktail d'équilibrage également au sein des formations politiques. Sylvia Pinel, il y a quelques semaines, lors du remaniement, ne devait pas être au gouvernement. C'était Bailey qui devait rentrer pour pouvoir équilibrer avec les radicaux de gauche. Problème, la veille du remaniement à minuit, il est impliqué dans une affaire poursuivi, une dépêche tombe, à 23h30, le lendemain, Sylvia Pinel reste au gouvernement. Oui, dans les fameux critères, il n'y a surtout pas la moindre casserole possible. Voilà, ce genre de choses. En clair, ce qu'on voit, et ce que nos deux anciens ministres expliquent, c'est qu'on est en monarchie. Donc le ministre est un émissaire du roi. Donc quelque part, il récupère un peu de la lumière divine qui se répartit sur le territoire. C'est la raison pour laquelle, en France, on est maire ou on est ministre. C'est tout. Ce sont les deux fonctions, à part le président de la République, qui sont les plus visibles, les plus... Député moins. Sénateur beaucoup moins, bien entendu. On est maire ou on est ministre. Votre analyse à ce que je trouve intéressant, comment notamment... ça se fabrique un gouvernement? Notamment, oui, c'est ce que Michaël Darmon vient de décrire avec un subtil dosage. N'oublions pas aussi, on le voit longuement dans le documentaire, la question de contraintes liées à la parité. Que finalement les minorités visibles, les femmes, absolument. Ah oui, c'est un casting aujourd'hui. Là, François Hollande a fait effectivement un casting sur lequel il a véritablement voulu la parité nulle
numérique. Donc elle est quantitative, elle n'est pas forcément qualitative. Dans Parce quel que, non, qualitative dans le sens... c'est pas ce que je veux dire. Non, mais par exemple, voilà, Nicolas Sarkozy n'avait pas une parité quantitative dans ses divers gouvernements. En revanche, il y avait des symboles très forts, voilà, de ministres tels que Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie, voilà, enfin des postes régaliens comme ça très importants tout de même, qu'aujourd'hui on retrouve un peu moins en ce qui concerne les femmes. Mais après, oui, moi ce que je trouve peut-être plus intéressant aussi, c'est qu'on voit là un mélange, une sorte de dialectique entre de l'ultra-rationalité, d'un protocole, on anticipe, on pense. Et en fait, en face de ça, on voit bien que c'est la comédie humaine du pouvoir, que c'est le hasard, c'est la précipitation. Vous voyez, il y a ces deux contrastes, et je trouve que ça contraste très fort. C'est un temps très long, mais aussi un temps très court. C'est de l'amateurisme et du professionnalisme. Il y a tout ça en même temps, je peut-être trouve. de vous, ça vous concerne moins, puisque vous avez des spécialités, mais parce que vous ne parlez pas du tout de compétences. Oui, c'est très frappant. Et j'ai l'impression que... Je pense que quand De Gaulle formait ses gouvernements en 58, les questions de compétences étaient plus importantes que les questions de casting. On apprend quand on étudie effectivement aussi la science politique et la manière dont la politique fonctionne en France, c'est tout simplement que justement la compétence n'est pas un problème, puisque le ministre est l'élément politique qui vient justement donner la fréquence et la couleur politique du gouvernement. Oui, enfin, s'il ne connaît rien, on voit les catastrophes auxquelles ça mène. Qui dit je vais avoir quoi, rapatrier, mais j'y connais rien. Vous connaissez la phrase de Jacques Chirac qui disait en campagne, il faut dire tout ce qu'il faut pour être élu et après l'administration fait le job. Non, ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'il y a tout de même des exceptions à ça. C'est Robert Badinter qui ne cesse de dire je ne veux pas être ministre, je veux être ministre de la Justice. Oui, lui choisit. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et tout d'un coup, il y a tout de même là une dimension supplémentaire, politique certes, mais de compétences et voire de conviction. Oui, mais il faut faire attention à l'idée qu'une compétence technique suffirait à faire de vous un bon ministre. Bien sûr qu'il faut être plutôt au fait des dossiers. Mais nous l'avons vu, ça suffit pas. Elle pourrait être nécessaire. Mais c'est pas évident. Non, mais j'aimerais dire pourquoi. S'il vous faut 2 ans pour à peu près connaître les dossiers. Mais Benoît Duquesne, faites attention aussi, parce que si vous ne nommiez que des gens sur la base de la compétence, vous faites un gouvernement de technocrates. Autant nommer des techniciens. Il est très important aussi. Mais bien sûr, j'y viens. Il est très important d'avoir aussi des qualités politiques. Pas cité en premier critère. Non, mais la compétence, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Oui, mais parfois c'est inexistant. Est-ce que vous auriez accepté un autre ministère parce que je n'aurais pas su faire. Je veux dire, moi, on m'a choisi vraiment parce que je parce que je venais de la société civile. Avec une compétence particulière. Mais vous avez aussi une approche politique. J'ai appris la politique sur le terrain. Qui a commencé sa carrière gouvernementale depuis que François Hollande est élu. Il a été ministre des Affaires européennes. Après, il a été au budget. Il s'est retrouvé à l'intérieur. 3 terrains extrêmement différents. Mais à chaque fois qu'il habite, qu'il essaye d'incarner sur le plan politique, mais à chaque fois, bien sûr, il prend les dossiers, il se nourrit des dossiers de tous les spécialistes qui sont autour de lui. Ça ne véhicule pas aussi l'idée que peu importe le ministère, peu importe la nature du ministère, l'essentiel c'est d'avoir un Marocain. Mais je trouve tout de même que, en termes d'opinion publique, je crois tout de même que cette histoire de la compétence trouble un petit peu les électeurs. Parce qu'on se dit véritablement, c'est du casting, et on le voit très clairement, puisqu'en fait, on joue le jeu des chaises musicales. Il est décrypté par Mickaël et d'autres en temps réel, et nous dit il faut ça parce que ceci, puis il faut une femme là, puis il faut un radical là, puis je sais pas quoi. La question de la compétence, je trouve qu'elle pourrait peut-être se reposer, et c'est pas, l'un n'est pas exclusif de l'autre, c'est pas ou la compétence ou la carrière politique. Mais ça peut être les deux. Il pourrait y avoir les deux, mais on a de moins en moins les deux. On a de plus en plus le politique. De chaque Premier ministre ou chaque président de faire une équipe qui rassemble à la fois de la compétence, mais aussi de l'efficacité. Dans le film, on cite le gouvernement Chirac, je sais plus lequel, où il dit c'est une espèce de farfouille incroyable, il y a un peu n'importe quoi, il a mis les potes, les copains, les remerciements, c'est ça. Parce que ce qui a beaucoup évolué en fait, c'est la fonction de ministre. On en parlait depuis tout à l'heure quand je vous écoutais aussi, vous, ancien ministre. On voit bien en fait, et le moment il se fait à partir de l'hyper-présidence qu'on a appelée de Nicolas Sarkozy, où le gouvernement est devenu un comité exécutif, où effectivement le plus puissant, c'était le secrétaire général, c'était Claude Guéant à l'époque, puis ensuite Xavier Muscat, qui donnait toutes les instructions, des éléments de langage, de la communication, des arbitrages de dossiers, de la fréquence politique à donner, et effectivement, petit à petit, il y a une dévitalisation du rôle, de la fonction politique du ministre qui pouvait exister, et qui est devenu tout simplement un exécutant de la grande politique. Même d'ailleurs à l'époque, souvenez-vous, Copé, il ne voulait pas rentrer au gouvernement. Il disait on ne reconnaît plus le job, c'est fini. Le job de Sarkozy a tué le job de ministre. De là à dire qu'un ministre c'est surtout
le fait de le nommer qui est intéressant pour le remercier, C'est pour un équilibrer peu les équipes. ou le remercier, envoyer un Politique. signal à la société, faire de l'équilibre de sa majorité et aussi avoir une volonté politique. Regardez l'importance qu'on a donnée, l'arrivée par exemple de Ségolène Royal dans le territoire Oui, le sens politique où je vous connaissez repassais bien. il y a longtemps le la ministère du fréquence temps politique. libre. Je me souviens quand la gauche est arrivée, ça faisait bondir tout Oui, le mais monde. donc, ensuite, il ne faut pas se plaindre de ce que l'administration arrive en disant c'est pas possible parce qu'elle a l'impression d'avoir affaire en plus à des gens qui ne connaissent Mais pas elle est les toute dossiers. puissante, Donc c'est l'administration, d'autant de ce plus point de vue-là. simple Bien sûr. de pouvoir dire c'est pas possible. Puisque vous avez une prise directe sur votre patron, entre guillemets, dans la mesure où vous savez, lui, il sait pas. Oui, mais c'est un jeu Donc, plus pervers que ça, parce que l'administration, elle attend aussi un ministre fort. J'en ai souvent parlé, par exemple, avec des gens qui ont Ouais. occupé des postes ministériels à Bercy, où il est bon ton de dire que Bercy mange ses ministres, et en réalité, c'est le contraire. Il dit, quand on a un ministre fort, alors l'administration le respecte, parce que au fond, le grand critère de réussite du ministre, c'est pas tant ce qu'il fait sur la place publique, c'est en coulisses, c'est est-ce qu'il gagne ses arbitrages. Oui. Est-ce que lorsqu'il va dans le bureau du Premier ministre et ça castagne en disant je veux l'argent pour ça, pour mon projet, est-ce qu'il obtient? C'est le boulot principal du ministre. On va voir un petit extrait avec cette fois Najat Vallaud-Belkacem qui raconte son premier contact avec la solennité de la fonction et notamment ce fameux Conseil des ministres. C'était très solennel ce premier Conseil des ministres, enfin les suivants aussi, mais celui-là tout particulièrement, avec une forme de joie rentrée, c'est-à-dire au fond, si ça ne m'aurait pas plus surpris que cela, qu'au bout d'un moment, la porte refermée, tout le monde se mette à rire en se disant bon allez, on est entre nous, on peut laisser éclater notre plaisir d'être là autour de cette table. Bon, ça ne s'est pas produit parce que la solennité l'a emporté. Alors elle le dit, la solennité l'a emporté. Il y a cette espèce de formalisme incroyable, cette rigueur du protocole. Ça passe comment un conseil? On peut vraiment débattre, on peut échanger, on peut dire je suis pas d'accord, on peut... Du temps de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, c'était extrêmement formel. Je ne me souviens que de très peu de conseils des ministres auxquels on ait vraiment discuté. Et il y en a un, notamment, parce que le sujet est venu indirectement sur les OGM à un moment où il y avait une opportunité européenne et où là, il y a eu un vrai débat. Et j'ai emporté à la table du Conseil des ministres l'arbitrage que je voulais. Mais c'était absolument pas écrit nulle part et c'était exceptionnel. Je ne me souviens quasiment pas en 2 ans de moments où, avec une certaine liberté, et sans l'avoir prévu à l'avance, les ministres se sont exprimés sur un sujet déterminé. Donc, pour l'essentiel, c'est quoi? C'est soporifique, on s'embête, on regarde passer On passe les les petits trains, papiers. on passe des petits papiers, Mais je on voudrais déjeune insister. ensemble, on fait quoi, c'est ça? Non, on déjeune pas ensemble. On mais- déjeune pas, d'accord. Non, on déjeune pas. Je voudrais insister sur une dimension qui, à mon avis, n'est pas présente dans notre débat. C'est l'idée du collectif, l'idée de l'équipe. On n'est pas ministre uniquement dans son champ ministériel. On est ministre appartenant à un gouvernement, donc assumant l'ensemble d'une politique. Et c'est ça la fonction première, me semble-t-il, du ministre. Avant que d'être ministre de l'environnement ou de l'agroalimentaire, on est ministre d'un gouvernement. Alors, cette équipe, Et elle donc, débat dans le ça, Conseil ça des ministres. remet en perspective aussi les notions de compétences ou de carrière politique. Il y a débat Et dans le Conseil ou pas? alors justement, On peut aller sur la plate-bande du ministre d'à côté pour dire moi j'aurais fait autrement? Mais qu'est-ce qu'a fait? Regardez, lorsque j'étais au gouvernement, donc avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, vous savez que les débats étaient très limités durant le Conseil des ministres. Mais ce qui était intéressant, c'est de pouvoir se nourrir de ce que faisaient les autres ministres et d'être ainsi dans ce collectif-là. Ce qu'a rajouté, c'est nouveau ça, Manuel Valls, dans sa façon d'être Premier ministre au moment du Conseil des ministres. Et c'est quelque chose qu'a voulu le président Hollande également, bien sûr. C'est qu'il y a maintenant une 4e partie au Conseil des ministres qui s'ajoute Il y avait une 3e partie qui avait été ajoutée par Nicolas Sarkozy. Donc vous avez, vous avez les projets de loi, vous avez toujours les projets de loi, ensuite vous avez les nominations, ensuite vous avez les communications de chaque ministre. Et il y a maintenant une 4e partie de débat, ce qui prouve bien qu'on est dans une équipe et qu'il peut y avoir du débat. Non. Mais, Non. si. Non. Mais pardon ça va- d'apporter mais- un bémol à votre idéalisme de ce point de vue-là. Mais c'est pas l'idéalisme, non, c'est la réalité, c'est que le débat, il est cosmétique, il est fait pour les fuites, il est fait pour qu'on dise à l'extérieur, pour qu'ensuite on puisse dire ce qui s'est passé, mais ça n'est
n'est pas dans l'enceinte du Conseil c'est des un ministres. débat instrumentalisé. Oui, parce que tout le monde sait qu'il y a quand même, il y a pas plus, il manque plus que les caméras au Conseil des ministres. Tout le monde sait ce qui se dit en permanence. Et donc ça veut dire que les propos qui sont échangés sont prononcés parce qu'ils savent, on sait qu'ils vont être déjà. Donc il n'y a pas de sincérité dans le débat, c'est pas possible. Ça peut être sincère. Ça peut être sincère, mais on sait que ça va sortir. Donc déjà, on n'est pas forcément dans un arbitrage. C'est partout la même chose. Lorsqu'il y a un débat à Matignon, mais moi j'aurais revenir. Oui, bien sûr. En principe, ça ne sort pas, puisque la règle, quand on arrive. En 95, nous, on nous avait demandé de ne venir ni avec papier ni avec crayon, c'est-à-dire interdiction de prendre des notes. Mais en même temps, il y avait quand même des journaux tous les jours qui se remplissaient avec... J'entends bien, il y a des gens qui fuitent, mais le principe, c'est quand même la confidentialité du Conseil des ministres et l'appartenance à une équipe. Ceci dit, le débat est totalement formel. Mais on voit bien tout de même, quand on voit notamment dans le documentaire, à quel point la question du collectif ne se pose jamais quand il y a nomination. Personne ne demande, tiens, quelle va être l'équipe, comment elle va être constituée, avec qui je vais commencer à travailler. C'est pas du tout la question. C'est quelque chose de complètement quasi narcissique. Quand c'est pas là, il y a de l'orgueil, même de l'orgueil blessé, disent certains, des frustrations, des joies, de l'ambition, des tiraillements. Pas une fois, on entend dans ce reportage, dans ce documentaire, la notion de collectif, d'équipe avec qui on va travailler. Et à partir de là, une fois qu'on est nommé, qu'est-ce qui va se passer? C'est le périmètre, la défense du périmètre, et le périmètre du voisin n'est pas le mien. La question collective, au jour le jour, dans la praxis, est très très peu présente. C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez besoin d'alliés, c'est pas tout à fait vrai. Oui, mais donc ça corrobore exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la seule chose qui est intéressante, c'est le périmètre et les alliés qui peuvent conforter mon périmètre. On est bien d'accord. Il n'y a pas plus ultralibéral que l'univers d'un gouvernement. C'est chacun sa peau. C'est-à-dire que quand je suis au gouvernement, se dit les personnes qui y sont, ça va par définition être précaire. On est plus souvent ancien ministre que ministre. Donc on a 1 an, 2 ans, voire 3. Et là, il faut marquer, il faut avoir une loi qui porte son nom. Il faut être dans les médias. Il faut créer le personnage, créer le rapport de force politique que l'on veut créer. On joue, bien évidemment. C'est le moment absolu de la politique, de l'action politique et du rapport de force politique qu'on peut créer au sein d'une équipe. Et puis même à terme aussi de la carrière politique qu'il peut y avoir derrière. Et la solitude, quelques instants. La solitude, vous savez ce qui arrive à un ministre en général quand il est nommé? Il est seul sur le trottoir et pendant 2 jours ou 3 jours, on n'arrive pas à les joindre. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver un bureau, un téléphone, une équipe. Ils se débrouillent comme ils peuvent parce qu'ils sont laissés complètement. Il faut vraiment se débrouiller. Il y a plein de... On dit pas notamment secrétaire d'État ou des grands ministères. Quand ils vous racontent l'arrivée et l'installation, bonjour, vous êtes nommé ministre, terminé, il y a un garde du corps qui vient à côté, bonjour, j'assure votre sécurité, et c'est terminé. Et après, on se débrouille, voilà. La bataille des bureaux, non mais ça fait perdre du temps, ça fait perdre aussi. Un dernier mot sur ce Conseil des ministres, parce que quand on le voit de l'extérieur, pour l'opinion, c'est pareil, on a vraiment l'impression d'une espèce de grande satisfaction de tout le monde. L'essentiel était d'être assis autour de cette table, et quand on y est, on est ravis. Voilà, on est au sommet de l'État. On est au sommet de l'État, on se dit Nirvana, on est là. Et peu importe ce qu'on y fait. On gagne symboliquement un petit peu en immortalité. Je trouve que psychanalytiquement aussi, c'est excessivement important. Et en termes de symbole, de sacralité, d'immortalité, d'illusion d'immortalité, bien entendu, parce qu'après on le voit. Non, parce qu'on redescend très bas. Le pouvoir, c'est aussi ça. C'est qu'on reste dans un système qui est essentiellement monarchique, avec le roi qui guérit des écrouelles. Et vous avez quelque part un petit peu de ce pouvoir-là lorsque vous êtes ministre. Alors, et transition, attendez, la transition, parce que justement, un ministre, à quoi ça sert? On va écouter ce qu'en dit Montebourg, qui sait ce que parler veut dire. Être ministre, c'est être chef de son administration. Et donc d'assumer cette responsabilité, elle n'est pas commode, elle est résistante, elle est lente, parfois des tentations bureaucratiques, mais c'est de la responsabilité du ministre de la dynamiser, de la faire évoluer, de la convaincre aussi, de l'entraîner, bref, de jouer le rôle du leader. Voilà, alors c'est quoi un bon ministre et c'est quoi sa marge de manœuvre, sa liberté d'action entre son administration et la présidence? Premièrement, ça pose la question du cumul des mandats. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient de faire? Je vais vous expliquer. C'est qu'un ministre comme les autres, il a 24 heures par jour. C'est-à-dire que si en même temps il est maire d'une grande ville ou président d'un conseil général ou régional, comme je l'ai vu de mon temps, eh bien, il ne peut pas consacrer tout son temps à son ministère. Or, quand on veut qu'un ministère tourne, il faut travailler avec son administration. Il faut aller au-delà de son cabinet pour travailler.
Quand on a une administration, oui, bien sûr. Ah oui, donc c'est pas Quand toujours on le n'en cas. a pas, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et là, on est un ministre un peu Hors sol. hors sol. Hein. Mais quand vous avez une administration, si vous ne travaillez pas avec vos directeurs d'administration centrale, vos sous-directeurs de manière très régulière, vous ne tenez pas votre Vous dites ça, administration. mais Michael nous dit que le souci principal, c'est quand même d'exister dans la presse, Ah, mais de il faire faut des faire choses, le de faire reste. parler de soi, Mais il faut tout faire. d'exister, oui. Mais l'un n'exclut évidemment pas l'autre, parce que si vous avez une administration qui déraille ou qui ne vous suit pas, vous n'avez rien à communiquer parce que vous allez vous casser la figure. Donc il faut tenir les deux bouts du système, le bout de l'administration et le bout de l'extérieur. Non, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas plus préoccupé par le fait de marquer son passage que de faire des choses au long cours qui, elles, sont moins voyantes et moins gratifiantes? Ça dépend aussi des individus. Et ça dépend aussi comment vous concevez votre passage dans un ministère. Moi, si je peux me permettre, Je t'en prie. moi je me reconnais pas complètement, Je t'en prie, franchement, monsieur le ministre. monsieur le journaliste, Je t'en prie. dans le portrait que vous faites là, des ministres qui ne seraient mus que par ambition personnelle, qui ne seraient que des compétiteurs, qui n'auraient aucun sens du collectif et qui seraient finalement toujours le nez sur le guidon, obsédés par le court terme. Je suis désolé, c'est pas vrai. Au sens où s'il n'y avait que ça, je vous assure que ce serait déprimant. Ça serait quoi du un point de monde vue de la sans politique. ministre ou avec moins de ministres, avec une Mais- présidence donc, avec si des je peux, très étoffée et puis continuer de des me permettre, administrations et quelques grands on a ministères le régaliens? sens, quand on est ministre, d'abord, je pense qu'on a le sens de la mission qui vous est confiée. Et on disait, et c'est Najat qui le disait, c'est très solennel au Conseil des ministres. Eh ben, tant mieux. Parce que quand vous franchissez la porte du Ça salon vous donne la Murat, charge de l'État. mais Oui, bien bien sûr, sûr. mais bien sûr, et heureusement qu'on a un peu le sens de l'État, quelques convictions, et l'idée qu'on est là pour faire avancer les choses, pour faire avancer le pays, au-delà même des Vous petites vous êtes senti rivalités. investi d'une Franchement, mission quand vous arrivez au Conseil des je vous ministres? assure que Ah mon oui. premier Bien sûr. conseil des ministres, mon premier conseil des ministres, ça vous fait quelque chose quand même. Vous vous dites, là, voilà, votre temps, ton Mais pas temps, seulement tu pour vas appeler le sa mère après, consacrer- c'est pour Non, dire mais mais tu vas le Parce que consacrer dans le sacerdoce à qui est servir le votre, pays. parce que dans le sacerdoce, qui est votre engagement et de votre existence dans la vie publique, c'est évidemment un moment très important. Mais bien sûr. Après, la réalité, Bien sûr. c'est, pardon d'être, voilà, peut-être aussi une fois de plus moins, je dirais, dans le glamour de ce point de vue-là, c'est quelle est l'efficacité? Glamour. Quelle est l'efficacité? Ça Quelle dépend, efficacité? ça dépend ce que vous privilégiez. Combien de fois Est-ce que vous avez été privilégiez- contraint par vous avez fait un livre vous-même par vos directeurs Oui, de mais cabinet et Michael vos Darmon, conseillers tout qui vous dépend disent c'est pas de possible. ce qu'est votre Et objectif. c'est là Ou le bien problème. votre objectif, c'est votre carrière politique personnelle. Et à ce moment-là, effectivement, vous êtes Mais tout ce qui est pour pas illégitime, en l'extérieur, plus, hein. mais c'est tout à fait acceptable. Ou bien votre objectif, c'est effectivement de faire avancer une ou deux choses à laquelle vous croyez profondément. Quitte à ce que ça vous coûte en termes de carrière politique. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Il y en a d'autres qui font ce choix. On n'est pas les plus nombreux, c'est vrai, mais ça existe aussi. Bon. Donc il y a aussi dans la catégorie ministre des gens qui sont Et extrêmement différents. d'expérience. Je repose ma question sur le nombre de ministres. Est-ce que, parce que c'est toujours le jeu, 34, 36, enfin, etc. Est-ce qu'on pourrait le faire avec moi? Est-ce qu'on ne peut Bien pas sûr. imaginer dans l'évolution des institutions que la présidence soit de plus en plus costaud, avec quelques grands ministères régaliens et pas ça? c'est- Moi, ça me paraît difficile. Ah bon Très franchement, oui, je vais vous dire pourquoi. Ça me paraît difficile parce que il y a un tas de dossiers qui arrivent sur le bureau des ministres. Et quand un ministre concentre un périmètre extrêmement large, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de rentrer dans le détail des dossiers. Et du coup, le risque, c'est qu'il soit prisonnier de ce que d'autres font, en l'occurrence, Ouais. soit son cabinet, soit Bien sûr. l'administration. Et que si on veut Bien sûr. redonner C'est pas du déjà le cas. sens, écoutez, si on veut redonner du sens à la fonction politique, à l'autorité politique, il vaut mieux que les ministres soient vraiment en charge de ce qu'ils peuvent Virginie faire Martin. humainement. Néanmoins, il me semble que quelques gros ministères très régaliens qui seraient surtout dans une optique de transdiscipline, en fait. C'est ça qui me paraît très important pour avoir une vision un peu plus méta, plutôt qu'aujourd'hui, que cette vision un peu parcellaire, chaque ministère comme ça, juxtaposé les uns à côté des autres, me paraîtrait aujourd'hui importante. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société excessivement complexe, complètement internationalisée, on le sait, et combien on le sait, et complètement globalisée, qui change très vite. Donc une vision globale me paraîtrait aussi intéressante, avec quelques ministres clés véritablement. Ça n'empêcherait pas derrière, évidemment, des subdivisions, parce que les dossiers sont nombreux, vous venez de le dire. Mais pour avoir cette vision, vous voyez ce que je veux dire, beaucoup plus transversale, en fait, des C'est un petit dossiers. peu le cas Et quelquefois, ça, d'avoir des ministères avec quelquefois, c'est le cas. plusieurs ministres délégués. Quelquefois, c'est le Parce temps, que absolument. La construction que nous avons, ou nous, de l'État en France, des ministères, est une construction qui date de Louis XIV. Depuis Louis XIV, on en a adjoint des nouveaux secteurs. Au départ, il y en avait 4, aujourd'hui, il y en a Justement, au lieu 50. d'adjoindre des secteurs, Mais on je ferait pense mieux- qu'il faudrait aller vers ce que l'on appelle aujourd'hui les missions. Il y a 7 ou 8 grandes missions de l'État, pas davantage,
Et à partir de ces grandes missions... C'est quoi? C'est la sécurité, vous avez la sécurité, sécurité, vous avez le développement économique, vous avez le patrimoine, vous avez l'éducation, vous avez la justice, vous avez l'extérieur. Voilà, vous en avez 7 à peu près. Et à partir de là, vous auriez 7 ministres qui auraient ces 7 missions. Et derrière, des secrétaires d'État qui, eux, pourraient développer tel ou tel domaine. Mais il faudrait comprendre la raison, parce que techniquement, très bien, on peut faire ça ou autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, c'est surtout, je trouve, pour coïncider en fait avec l'époque que nous vivons, pour que des gens bien, mais quand vous dites mission, par exemple, prenons la mission de sécurité. Cette vision transversale. Quand vous dites mission de sécurité, pour moi, la mission de sécurité, ça va depuis l'international avec la sécurité militaire jusqu'à la sécurité alimentaire. Donc c'est une vision qui est complètement transversale. Quand je dis patrimoine, ça va depuis les finances, en passant par la forêt, les territoires, etc. C'est vraiment une autre vision de l'organisation. Mais ce qui est intéressant... Une crispation, c'est-à-dire pourquoi, effectivement, y a-t-il un problème comme ça d'identité, au fond, du ministre dans le système gouvernemental? C'est tout simplement parce qu'on le disait à l'instant, on vit une nouvelle époque. On ne vit pas la fin d'une époque, on vit le début d'une nouvelle. Et les règles du jeu, notamment institutionnelles avec la Ve République, aujourd'hui, ne sont plus adaptées au canon de l'époque, au réseau de l'époque. À l'époque des réseaux sociaux, avoir une société encore trop organisée sur le plan politique en pyramide, ça ne marche pas. L'exemple, par exemple, du numérique que Michaël Darmon vient de donner est intéressant. On a aujourd'hui une ministre chargée du numérique. C'est très étrange. Le numérique est complètement partout. Il est complètement transversal. Ça ne sert à rien, d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'Axel Le Maire ne sert à rien au sens strict, vous comprenez ce que je veux dire, mais la fonction comme ça d'aller, c'est comme la question écologique, elle est absolument transversale. Donc il faut repenser, il faudrait, je trouve, idéalement et intellectuellement et politiquement du coup, repenser l'organisation globale, parce que là on en est, vous savez, comme quand on était petit et qu'on faisait les maths, puis le français, puis l'anglais. Non, aujourd'hui tout ça aussi doit être repensé fondamentalement. Est-ce que vous l'accepteriez? Parce que ça veut dire qu'il y aurait peut-être moins de portefeuilles distribués, chacun n'aurait pas son petit marocain, surtout, il faudrait réfléchir autrement. Oui, et ça poserait sans doute d'autres difficultés. Absolument. Et ça n'enlèverait pas qu'il faille aussi aller dans le détail, je le disais, de certains champs, de certains dossiers. Et donc, un seul ministre sur un pôle aussi large, ce serait aussi d'autres complications. Alors, ça peut être intéressant, cette transversalité, mais ce qui est surtout très intéressant, et je le redis, c'est qu'un ministre se sente le membre d'un collectif et qu'il y ait des moments où ce collectif, cette délibération collective, puisse avoir lieu. Parce que la transversalité, elle doit imprégner l'ensemble. Je ne suis pas d'accord. Mais si, bien sûr que si. Regardez l'agenda du président de la République. L'agenda de François Hollande est très intéressant parce qu'il montre la méthode du gouvernement. Il passe toute sa semaine à être en tête-à-tête avec ses ministres. C'est-à-dire que vous prenez son agenda, qui est public, qui est diffusé donc, notamment à la presse toutes les semaines. Des entretiens il a 2 ou 3 entretiens en tête-à-tête avec les ministres et certainement les conseillers. Il fait pareil de son côté, il fait l'arbitrage. Lui, il est dans une construction politique, donc il fait une sorte de conseil des ministres bis une fois tous les 15 jours, où il réunit l'ensemble du gouvernement, Manuel Valls, pour montrer qu'il est dans une collégialité et également dans une forme maintenant de conquête politique. Ça ne trompe personne. Mais concernant le président de la République qui était en charge, eh bien, il est tous les jours en train de rencontrer les ministres en tête-à-tête. Donc, la notion de réflexion collective, moi, je mettrais un bémol. Elle est nécessaire. Elle est dans une forme de scénographie. Mais dans la réalité des choses, on est dans l'arbitrage pratiquement en tête-à-tête entre le ministre et le président. Pour préciser, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est véritablement ça. C'est qu'à chaque fois, ça repasse par le président, en définitive. Au lieu, finalement, qui est justement plus d'horizontalité. Et donc on n'est pas adapté à l'époque. On n'est pas adapté à l'époque. Exactement, on n'est pas adapté à l'époque. Un petit dernier extrait juste pour se faire plaisir avec Jean-Pierre Soisson sur l'ouverture, qui raconte un petit peu comment, quand on n'est pas de la bande, on n'est pas de la bande. Et ça se sent. Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Jean-Pierre Soisson. J'ai été le Premier ministre de l'ouverture et ça a été la décision la plus importante de ma vie politique. Celle qui fait que vous êtes rejeté par les uns et pas toujours accepté par les autres. J'ai dit oui, mais décision très difficile, très difficile, parce que qui ira-t-il avec moi? Alors, moi, je m'attendais à Simone Veil, Jacques Barrot, qui ne sont pas entrés, comme on dit. Et alors, vous avez, c'est l'impression très étrange. Vous êtes un groupe de copains sur des rochers. On va plonger. On sait que la mer est froide. On va plonger. 1, 2, hop, je plonge.
la mer est froide, je me retourne, ils sont restés sur les rochers. L'ouverture, ça a été ça pour moi. Alors l'ouverture, on a beaucoup parlé, on comprend que c'est un petit peu douloureux quand on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait avec des gens qu'on connaît quand on est dans le gouvernement. Il y a aussi les fameux remaniements. Et ça, donc ça nourrit la presse, on en parle avant, on en parle après. Bon, c'est la grande affaire, le remaniement. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, un remaniement, à l'arrivée ? Franchement. Ça sert forcément en termes d'opinion publique, c'est quand même très important. Même sur l'opinion, voilà. Ça sert combien de temps? Une demi-heure? Alors, ça sert effectivement. Alors, ça dépend aussi comment est fait le remaniement, qu'est-ce qu'il veut dire derrière. Est-ce que c'est juste un changement de casting? Est-ce que derrière, il y a une inflexion politique? Typiquement, le remaniement là, entre Ayrault et Valls, on essaye de remettre du leadership finalement entre le Premier ministre et le Président de la République. Finalement, la politique restant ce qu'elle est, plutôt social-libérale, plutôt social-démocrate, on ne sait plus tout à fait lequel des mots choisir. Forcément, la gauche de la gauche n'est pas contente, la gauche du PS reste mécontente, et ça ne sert à rien finalement. Et Manuel Valls s'use très vite. Néanmoins, à un moment donné, est-ce que François Hollande, après les déconvenues électorales, pouvait-il faire autrement? C'est aussi ça la question. C'est un outil d'action politique destiné effectivement donc, à l'opinion, destiné donc, à l'extérieur et pour montrer qu'il y a un mouvement. Mais en réalité, alors qu'on nous a bassiné les oreilles pendant des années en nous disant mais quand on change de Premier ministre, ça veut dire qu'on change de politique, eh bien là, on a nommé un nouveau Premier ministre qui n'a non seulement pas changé de politique, mais qui a au contraire creusé un sillon à l'encontre d'une partie importante de la majorité et qui a permis à François Hollande, au fond, d'assumer ce qu'il ne voulait pas ou ne pouvait pas dire depuis son élection. Ça, c'est pour le changement de Premier ministre, mais sur les petits remaniements autres, est-ce que ça a encore de l'effet sur l'opinion ou est-ce que... Ah oui, non. Non. Pas vraiment. C'est de la technique, c'est de l'habillage, c'est de l'agitation. C'est des dosages, c'est des dosages internes et importants. C'est avec Europe Écologie Les Verts, sans Europe Écologie Les Verts. Après, concrètement, dans vos élections locales, ces choses-là sont importantes. Mais j'allais dire, c'est de l'électoralisme et de la politique politicienne. C'est le moment le plus violent pour les ministres prétendants ou sortants. Parce qu'il nous reste 2 minutes qu'on termine là-dessus. La sortie. Quand on est, on ne va pas parler de ceux qui démissionnent, mais c'est quand même très très rare, mais quand on est viré, ou quand on n'est pas reconduit, ou quand on apprend à la télé que « Ah bah tiens, je n'y suis plus », ça fait quoi? Ça se passe comment tout ça? On le redoute dans ces moments-là. Je n'ai pas été virée puisque j'ai été virée par le peuple français avec la dissolution. Je suis restée la seule ministre de plein exercice du deuxième gouvernement d'Alain Juppé. Mais on sent le caractère extrêmement temporaire de la fonction tout au long de la fonction, je crois. Et il faut avoir ça dans la tête. Alors ensuite, on attend un minimum de correction qui n'est pas toujours au rendez-vous de ce que j'ai pu comprendre. On l'a vu dans le reportage. Et l'autre chose, c'est est-ce que ministre, au final, c'est une bonne expérience, c'est un accélérateur de carrière, c'est quelque chose qui vous booste? C'est une très bonne expérience. Mais c'est formidable. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes militant, quand vous avez le goût du service public et de votre pays, pouvoir être ministre, mais c'est extraordinaire. C'est pas surtout de la désillusion, de la frustration? Mais pas du tout. Il ne faut pas alimenter. Alimentons pas cette vision si négative et si pessimiste de la politique. C'est la fameuse blague, je lui donne quand même, il faut le reconnaître, c'est un auteur de Goulard qui disait au fond être ancien ministre, c'est entrer à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. C'était le comble de l'ancien ministre. Oui, quand tout d'un coup, effectivement, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus rien dehors, hop, tout est parti. Tout cet environnement du ministre est parti. Mais on s'en Merci. très bien. Hein. Oui, ça va? Oui, je vous assure. On atterrit assez facilement. Oui, il faut un peu de temps, évidemment. Et puis on repart. Quand on est un homme. Je pense. Oui, non, c'est vrai, parce qu'on n'a pas la même vécu du pouvoir. Notre débat. Avec plaisir. On en parle la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça sur ce plateau. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé l'émission. Je vous rappelle notre adresse internet si vous voulez nous écrire. Je vous rappelle le livre de Jean-Michel Dzian, le réalisateur, qui a aussi écrit ce livre, Ministre ou rien, qui vous donne encore un complément d'information sur cette fonction particulière. Voilà, la semaine prochaine, vous retrouverez Claire Barsac qui vous parlera des phénomènes de bande en banlieue. Et nous, dans 15 jours, on parlera des migrations des populations d'outre-mer vers la métropole. C'était dans les années 60-70, avec le fameux BUMIDOM, le Bureau des migrations d'outre-mer. Mais ça, c'est dans 15 jours. La semaine prochaine, ça sera Claire Barsac.